Dans un contexte où la défense des intérêts nationaux à court terme et l'imposition de mesures sécuritaires draconiennes donnent lieu à un assaut massif contre les libertés et les droits fondamentaux, la protection internationale des droits humains est en péril. C'est alarmé Amnesty International lors du lancement de son bilan annuel de la situation des droits humains dans le monde pour le compte de 2015-2016. Alors, des crimes de guerre et d'autres violations des lois de la guerre ont été commis dans 19 pays, au moins dans le monde. Et à cet effet, il y a au moins 122 pays où des personnes ont subi des actes de torture et d'autres mauvais traitements. 30 gouvernements, peut-être plus, ont obligé en toute illégalité des réfugiés à retourner dans leur pays où ils étaient quand même en danger. Mesdames, Messieurs, malgré cela, parmi les instruments qui existent pour protéger et garantir le respect des droits humains à l'échelle universelle figure le pacte international sur les droits civils et politiques. Vous êtes sur Suika et c'est bien sûr l'émission Angle de vue, cette émission qui va se consacrer spécifiquement aux droits humains en Afrique. Et à cet effet, une mission est en évaluation au Bénin. Pour cette mission, nous recevons donc pour vous deux personnalités. Mais avant de les retrouver, voici ce qui fait le point sur le continent. Voici le flash d'information. En Thaïlande, les gouvernements de ces dernières années ont lancé quelques campagnes avec les supermarchés pour inciter les consommateurs à réduire l'usage des sacs plastiques. Quotidiennement, Bangkok produit 11 500 tonnes d'ordures, dont plus d'une tonne de plastique, d'après les chiffres officiels qui progressent de près de 10% par an. Officiellement, moins de 16% est recyclé, même si le trait artisanal par des chiffonniers est très développé. Des scientifiques sont parvenus à capter au large de l'Australie, grâce à un drone, de spectaculaires images d'une baleine franche australe nageant aux côtés de son petit, un baleineau dont la couleur blanche est extrêmement rare. La baleine franche australe n'est pas considérée comme une espèce menacée. Sa population a en effet montré des signes de reconstitution après avoir été décimée au siècle passé lors des campagnes de chasse. Le plus grand gorille du monde est au bord de l'extinction, victime d'une poussée de braconnage. Il ne reste plus que 5000 spécimens de gorilles de l'Est, ont annoncé les représentants de l'Union internationale pour la conservation de la nature lors de son congrès international à Honolulu. Il s'agit de la dernière catégorie avant l'extinction à l'état sauvage. Les chimpanzés et les bonobos sont eux classés en danger et également menacés de disparition. Voilà, mesdames, messieurs, le plateau de votre émission Angle de vue de ce jour reçoit pour vous deux invités. Yad Benachour, expert comité droits de l'homme des Nations Unies. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Merci. J'ai également en face de vous André Kani Afagnon. Il est le coordonnateur Afrique de l'Ouest et du Centre pour les droits civils et politiques. André Kani Afagnon, bonjour. Bonjour, merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Alors, vous êtes donc au Bénin dans le cadre d'une évaluation, mesdames, messieurs. Je les retrouve juste après cette virgule. Nous le disons donc à l'entame de cette émission dans le cadre de l'évaluation du pacte sur les droits civils et politiques au Bénin. Une mission séjourne actuellement et c'est à cet effet que nous recevons donc pour vous dans le cadre de l'émission Angle de vue ces deux personnalités que nous avons présentées pour vous. Il s'agit alors de quelle mission et quel est précisément son objectif, Yad Benachour? Alors, la mission que nous réalisons actuellement se fait dans le cadre des activités du Centre sur les droits civils et politiques. Ma collègue du Comité des droits de l'homme et moi-même, ma collègue du Comité des droits de l'enfant et moi-même, Comité des droits de l'homme, nous ne venons pas ici au nom du comité, mais dans le cadre des activités du Centre sur les droits civils et politiques. Ce centre, entre parenthèses, est un centre extrêmement important qui aide les comités à exercer leurs fonctions. Par exemple, qui les aide à coordonner leur travail avec les ONG. Parce que les ONG viennent au comité des droits de l'homme, par exemple, du monde entier. Il faut bien que quelqu'un coordonne l'activité des ONG et accomplissent l'intermédiaire entre le comité et les ONG. Alors là, nous sommes en mission de suivi au Bénin au sujet des recommandations qui ont été données par le Comité des droits de l'homme en octobre 2015, puisque le Bénin, la délégation du Bénin,
a eu, en octobre 2015, en présentant son rapport périodique au Comité des droits de l'homme, a eu une discussion, un échange constructif, un dialogue, comme on dit, un dialogue constructif avec le Comité des droits de l'homme. Donc la délégation du Bénin est venue. Je crois qu'elle était dirigée par l'ancien ministre de la Justice, me semble-t-il, à moins d'erreur de ma part. Et nous avons eu un dialogue très intéressant avec la délégation du Bénin. Et suite à cet échange, nous avons émis des recommandations. Et bien sûr, les recommandations, le comité, lorsqu'il les délivre, il a une procédure de suivi lui-même, le comité en tant que comité. Il a une procédure de suivi de ces recommandations. Mais il y a d'autres procédures, disons, parallèles de suivi, qui sont celles qu'organise le Centre sur les droits civils et politiques. Et nous sommes dans le cadre du suivi exercé par le Centre sur les droits civils et politiques. Alors, quels sont les points essentiels qui ont fait objet d'évaluation, M. Afanou? Je voudrais d'abord, peut-être avec votre permission, préciser, puisque dans votre introduction, vous avez présenté la situation des droits de l'homme au niveau universel. Tout à fait. Dire qu'en réalité, quels que soient les pays, il y a des réalités propres, mais il y a des normes universelles que chaque pays se doit de respecter. Et ces normes-là, effectivement, se retrouvent au niveau du pacte pour les droits civils et politiques. Et donc, à intervalles réguliers, chaque pays a l'obligation d'aller justement devant le comité des droits de l'homme qui est basé à Genève pour présenter l'état des lieux de la mise en œuvre effectivement du pacte. Et parmi les droits qui font régulièrement l'objet d'une analyse, il y a toute la panoplie des droits, les libertés publiques, la liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté de religion, toute la panoplie des règles liées aux conditions de détention et vraiment un certain nombre de droits donc, qui doivent être garantis. Je crois qu'on va revenir sur les différents aspects au cours de l'émission. Voilà. Et donc, effectivement, comme M. Benachour l'a dit, nous, au niveau de la société civile internationale, notre rôle consiste effectivement à sensibiliser d'abord les ONG sur la nécessité, lorsqu'un gouvernement passe devant le comité, de donner un point de vue alternatif aux membres du comité. Et c'est ce que nous avons fait avec la société civile béninoise. Et lorsque nous étions effectivement à Genève, il y a un certain nombre de points de préoccupation que le comité, que nous avons soulevés d'ailleurs, et que nous avons eu la chance de voir reprendre par le comité. Parmi ces points-là, il y a une préoccupation essentielle au Bénin qui n'est pas encore résolue jusqu'à ce jour, en ce qui concerne l'existence de la Commission nationale des droits de l'homme. Vous savez que pour protéger et garantir l'effectivité des droits de l'homme, il y a le gouvernement qui a une responsabilité première. Il y a la société civile qui a un travail d'accompagnement. Mais il y a ce qu'on appelle les institutions nationales des droits de l'homme, conformément à ce qu'on appelle les principes de Paris. Et je peux vous dire, moi qui ai fait un peu la sous-région, que dans beaucoup ou presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a des institutions nationales, sauf au Bénin. Qu'est-ce qui bloque selon le... Parce que vous êtes dans un programme de suivi actuellement, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que vous avez eu comme Je voudrais vous dire quand même une chose, c'est que le problème de la Commission des droits de l'homme au Bénin fait partie des recommandations prioritaires du Comité des droits de l'homme. Alors, mais pourquoi jusque-là, ça n'a pas été... Et voilà, donc c'est ce que nous cherchons à voir précisément. Il y a eu des blocages, par exemple, au niveau de la désignation des membres de la Commission nationale des droits de l'homme au Bénin. Il y a eu des blocages. Et je ne sais pas où on en est exactement. Maintenant, nous n'avons pas encore de réponse puisque nous sommes au début de notre mission, mais nous cherchons à savoir quels sont les points de blocage de la mise en œuvre définitive de la Commission des droits de l'homme et surtout la protection de son indépendance, politique, administrative et financière. C'est ça qui est important. Je peux vous dire que lorsque le Bénin est passé effectivement devant le comité des droits de l'homme en octobre 2015, déjà en janvier, nous avions fait une mission ici et nous avions eu la chance d'être reçus par celui qui à l'époque était, je crois, membre, président de la commission des lois, le professeur Joseph Djobenou, qui en tant que député déjà s'engageait effectivement, nous l'avions senti très volontariste, s'engageait effectivement à tout mettre en œuvre pour qu'avant même que les élections n'aient lieu et qu'éventuellement il n'y ait la situation qu'on a aujourd'hui, qu'il y ait des avancées effectivement en ce qui concerne l'effectivité de la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme. Nous sommes en mission, comme M. Benachour l'a dit aujourd'hui, nous avons commencé la mission, donc nous espérons simplement pendant notre séjour ici, avoir des explications un peu plus claires et surtout avoir des garanties que tout ce qu'il y a eu comme crainte par rapport aux lenteurs qui ont été observées, que ces craintes-là vont rapidement être dissipées.
il y a un aspect important aussi. Une chose est effectivement de mettre en place une commission nationale des droits de l'homme. Une autre chose est de s'assurer que, conformément au principe de Paris, que la commission a les moyens de surveiller l'effectivité des droits de l'homme, qu'elle a le personnel adéquat, l'expertise qu'il faut. Donc, je pense que c'est autant de questions que nous allons aborder lorsque nous allons rencontrer les autorités béninoises. Mais vous permettez aussi que j'insiste sur le fait que, au-delà de la question de la Commission nationale des droits de l'homme, il y a d'autres problématiques qui ont été soulevées lorsqu'on a parlé du Bénin. Parmi ces problématiques-là, il y avait le problème de vindicte populaire. Qu'à un moment donné, du fait justement de l'absence de la présence, de l'ineffectivité de l'autorité de l'État, on a eu l'impression que le verdict populaire fera donc objet de ces pratiques hors normes aujourd'hui qu'on rencontre un peu dans la sous-région. Il y a les phénomènes Kogleogo également au Burkina Faso. Alors, monsieur Yad Benachou, dites-nous, vu l'importance d'une telle commission des droits de l'homme, est-ce que l'État a intérêt à entraver sa mise en place? Pas du tout. Écoutez, d'abord, il faut que vos auditeurs comprennent une chose. Pourquoi les États sont faits? Pourquoi les gouvernements sont-ils institués? Pourquoi nous avons des gouvernements? Le gouvernement n'est pas légitime pour le gouvernement. On ne gouverne pas pour gouverner. On gouverne pour protéger une population. Quelle que soit la nature de la société politique, que ce soit une tribu, que ce soit un État national, fédéral, un empire, tout ce que vous voulez, les États et les gouvernements sont là pour protéger l'individu, pour lui permettre son épanouissement, pour permettre son bonheur, etc., etc. Toutes les politiques de l'État doivent viser l'homme. Donc c'est très important, ça c'est indiscutable, n'est-ce pas? Les gouvernants qui prennent le pouvoir pour gouverner, c'est-à-dire pour leur intérêt et non pas dans l'intérêt du peuple, ce sont des gens d'abord qui se condamnent parce que ça ne marche jamais. Ça tombe, finalement ça tombe toujours. Et ils oublient leur fonction essentielle qui est de protéger l'homme et les droits de l'homme. Donc ça, il faut le dire dès le début de notre discussion pour que les gens soient sensibles à ce problème des droits de l'homme. Ce n'est pas un jeu, les droits de l'homme. Ce n'est pas une affaire arbitraire, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas une fantaisie. C'est la condition humaine qu'il exige, n'est-ce pas? Alors, l'État maintenant, puisque vous me parlez de l'État, mais l'État a un rôle déterminant dans la protection des droits de l'homme. Et là où justement les droits de l'homme sont atteints, ce n'est pas toujours par l'effet de l'exercice du pouvoir par l'État ou de l'excès de pouvoir par l'État. C'est souvent dû à l'absence d'État ou à la faiblesse de l'État. Par exemple, en Afrique, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Dans beaucoup de pays africains, il y a des coutumes. Il y a des coutumes qui sont réellement attentatoires aux droits de l'homme. Par exemple, les sacrifices rituels, par exemple le problème des enfants sorciers, par exemple le problème des enfants albinos, etc., etc. Il y a des tas de problèmes qui sont attentatoires aux droits de l'homme, puisque c'est l'intégrité physique qui est atteinte, ou c'est même le droit à la vie qui est atteint, c'est-à-dire le droit le plus fondamental. Et souvent, c'est dû à quoi? C'est dû à ce que l'État n'a pas encore de prise totale sur la société. Ce sont souvent des États jeunes qui n'osent pas, vous voyez, secouer leur société au niveau de leurs coutumes et de leurs traditions, ce qui fait que les traditions perdurent, persistent, et avec des traditions et des comportements qui sont totalement contraires aux droits de l'homme. Alors cela m'amène vers M. Afano qui disait tout à l'heure que la société civile internationale, ce rôle, ce que M. Benachou vient de dénoncer, par exemple, ces pratiques coutumières qui ont tendance à avoir une certaine emprise sur l'État central, relève quand même de la société civile. Non, pas seulement. Je crois que, vous savez, pour que les droits de l'homme soient respectés, la première responsabilité relève de l'État. Oui. Maintenant, la société civile n'en joue pas moins un rôle important dans la mesure où il nous appartient effectivement, au niveau national et international, de faire connaître les normes et les principes. Vous savez que lorsque les populations sont conscientes de leurs droits, elles peuvent alors être armées pour les revendiquer face à l'État. Que ce soit au Bénin, au Burkina, au Rwanda, quel que soit le pays, les populations ont besoin de savoir. Et donc, le rôle de la société civile, dans un premier temps, c'est de mettre à la disposition, effectivement, des citoyens les informations nécessaires pour revendiquer leurs droits. Deuxième chose que nous faisons, c'est que nous faisons ce qu'on appelle le monitoring, le suivi et l'évaluation.
Parce que voyez-vous, lorsque les gouvernements, on leur demande de rendre des comptes par rapport à la situation des droits de l'homme, ils ont souvent tendance à dire que tout est rose, que tout va bien, et que même les points où les choses ne vont pas comme il faut, c'est parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires. Et donc, nous, au niveau de la société civile, nous offrons toujours des points de vue alternatifs. Et même lorsqu'on nous parle de ressources qui ne manquent pas, nous essayons de voir au niveau des budgets, effectivement, quel est le pourcentage de... Nous avons appris, par exemple, lors de notre mission, qu'entre autres, dans le budget du Bénin, il y a moins d'1% de ce budget qui serait consacré au secteur de la justice. Et donc, nous interrogeons le gouvernement pour lui demander si vraiment la question de la justice est une priorité. Pourquoi cela ne se traduit pas dans les dotations budgétaires? Donc, nous faisons un travail de sensibilisation, nous faisons un travail d'évaluation, mais nous faisons aussi un travail de plaidoyer. Parce qu'en réalité, il ne faut pas non plus se méprendre sur le rôle de la société civile. La société civile ne fait pas le travail à la place du gouvernement. La société civile approche les autorités et leur montre, comme M. Benachou disait, qu'une institution comme la Commission nationale des droits de l'homme, par exemple, en assurant l'effectivité, quel est l'intérêt pour le gouvernement du Bénin? L'intérêt, c'est que le gouvernement du Bénin aura, au-delà de ses fonctionnaires, une institution plus ou moins indépendante qui lui donnera alors un avis qui n'est pas un avis passionné, par exemple, comme on peut l'observer peut-être dans... Est-ce que vous ne craignez pas peut-être des conflits d'attribution lorsque vous prenez par exemple la loi fondamentale? Elle garantit à un certain niveau le respect des droits de l'homme. Est-ce qu'une commission est nécessaire pour faire encore ce même travail? Ah oui, ah oui. Vous savez, quand je parle même des commissions nationales des droits de l'homme, c'est une institution qui, au niveau universel, est admise. On les appelle les institutions nationales de défense des droits de l'homme, les INDH. Et la communauté internationale a adopté ce qu'on appelle les principes de Paris, qui sont donc les textes internationaux qui régissent ces commissions-là. Vous allez au niveau de l'Organisation des Nations Unies, vous avez des départements spécifiques, des services spécifiques, qui s'occupent effectivement de veiller à ce que les INDH existent, soient opérationnels et soient indépendants, à côté donc des acteurs étatiques et de la société civile. Les droits de l'homme sont sacrés et on ne peut pas s'empêcher effectivement d'encourager l'existence d'institutions, aussi nombreuses soient-elles, pour vérifier si ces droits de l'homme sont protégés ou pas. Monsieur Benachou, quel est alors le rôle des comités des droits de l'homme? Alors, le rôle du comité des droits de l'homme, en résumant, n'est-ce pas, il a deux fonctions essentielles. La première fonction, c'est d'examiner les rapports périodiques que les États qui ont signé le pacte sur les droits civils et politiques doivent périodiquement présenter au comité sur la situation des droits de l'homme dans leur pays. Et donc le Bénin, lorsqu'il est passé en octobre 2015 devant le comité des droits de l'homme, c'était pour présenter son rapport périodique sur la situation des droits de l'homme au Bénin. La deuxième fonction qui est également très importante, c'est les plaintes individuelles. Il y a une procédure de plainte individuelle pour les États qui ont accepté le protocole facultatif relatifs aux droits civils et politiques, par lesquels les États reconnaissent la compétence du comité pour examiner les plaintes individuelles. Si l'État a signé ce protocole facultatif, il accepte donc la compétence du comité pour examiner les plaintes individuelles, ce qui donne le droit aux citoyens de ce pays ou aux associations de ce pays de se plaindre contre leur État si jamais ils constatent qu'il y a une atteinte aux droits fondamentaux, et ils viennent donc présenter des plaintes. On appelle cela dans le jargon du comité des droits de l'homme des communications. Ils présentent une communication au comité des droits de l'homme. Le comité l'examine selon une procédure qui ressemble beaucoup. Elle n'est pas juridictionnelle, mais elle ressemble beaucoup à la procédure des juridictions. C'est-à-dire qu'il y a un échange entre la partie qui se plaint et l'État, il y a une instruction, il y a une délibération et il y a la recommandation que fait on appelle cela les constatations. Le comité rend une constatation pour dire si l'État a commis ou n'a pas commis une violation des droits de l'homme sur les plaintes individuelles. Donc ce sont des fonctions très importantes. Et le comité
reçoit donc des communications contre les États. Et parfois c'est dramatique, hein. Dans certains cas c'est vraiment dramatique. Monsieur Afadou, vous avez commencé par évoquer tout à l'heure quelques goulots d'étranglement à la mise en place de la Commission des droits de l'homme au Bénin, mais il y a eu quand même des avancées lorsque vous avez quand même suivi, tant soit peu, les milieux carcéraux, les délais de détention, garde à vue, ou même les détentions arbitraires ou autres détentions politiques. Est-ce que vous avez constaté que le Bénin a eu des avancées dans ce domaine? Oui, oui. Ah, bien sûr. Oui, oui. Vous savez... Allez-y. Non, allez-y, allez-y. Non, je vais vous dire, hein, ce n'est pas parce que je suis au Bénin que je le dis, hein, mais le Bénin est l'un des États qui est le plus, qui a le plus de volonté politique, qui montre le plus de volonté politique dans les États africains pour montrer qu'il fait quelque chose en matière de protection des droits de l'homme. Et d'après mes souvenirs, la discussion que nous avons eue, le dialogue que nous avons eu avec la délégation du Bénin était l'un des plus constructifs que nous avons eu avec les États africains. Vraiment, je le dis en toute sincérité, ce n'est pas du tout parce que je suis au Bénin ou pour faire plaisir aux Béninois, mais c'est une réalité. Le Bénin est l'un des pays qui, disons, est le plus, qui manifeste le plus parmi les pays africains de volonté politique d'agir dans le sens de la protection des droits de l'homme. Maintenant, le Bénin a des limites aussi. Il a des limites budgétaires. Tout à l'heure, notre collègue en parlait. Il disait qu'il y avait 1% du budget qui revenait à la justice. Et ça, c'est très important parce que c'est par l'intermédiaire du système judiciaire qu'on protège les enfants qui sont en état d'incarcération, qu'on protège l'état des prisonniers, leurs conditions sanitaires, leurs conditions nutritionnelles, etc., etc. Donc, si l'État manque de moyens, ça va se répercuter automatiquement sur la protection des droits de l'homme. Bon, donc, les moyens ne sont pas toujours à la mesure des ambitions, mais je peux dire pour le Bénin, au crédit du Bénin, que la volonté politique ne manque pas. Mais les milieux carcéraux, on crie à l'engagement des prisons. Tout à fait. Vous savez, la situation dans les lieux de détention, de façon générale en Afrique, elle est alarmante. Et vous voyez des taux de surpopulation carcérale qui dépassent les 500%. Et ça, nous l'avons observé au Bénin, nous l'avons observé en Côte d'Ivoire, nous l'avons observé au Rwanda, nous l'avons observé au Togo, nous l'avons observé au Burkina. Et face à ça, je pense que ce que nous essayons de suggérer en tant que société civile, je ne parle pas du point de vue du comité, effectivement, c'est que les gouvernants développent des voies alternatives qui permettent effectivement que la condition pour que quelqu'un qui se met en dehors des lois de la société ne soit pas forcément la privation de liberté. Et je pense aussi que c'est très important que les défis liés, par exemple, aux conditions de santé dans les lieux de détention, les défis liés à la nourriture dans les lieux de détention, qui sont des défis que nous avons observés aussi au Bénin, que les gouvernants montrent un peu une volonté un peu plus accrue, quels que soient les défis qu'on peut avoir par ailleurs, pour les résoudre. Parce que comme on dit souvent, en réalité, que vous soyez effectivement coupable d'un fait ou non, a priori, tout le monde est susceptible d'aller en détention, d'être détenu. Nous avons travaillé dans beaucoup de pays, je peux vous dire, qu'il y a des responsables qui ont eu des missions au niveau étatique qui, par la force des choses, peuvent se retrouver en prison, alors que lorsqu'ils étaient au niveau étatique, ils avaient eu les moyens, du moins politiques, d'opérer des changements. Donc nous en appelons simplement à ce que, effectivement, les lieux de détention soient compris comme des lieux où quelqu'un est privé de son droit d'aller et de venir. Tous les autres droits, le droit à la santé, le droit au respect de sa dignité soit respecté. Ça nous permet aussi d'aborder les questions de lutte contre la torture pour se dire qu'effectivement, c'est important de mettre l'accent dessus. Alors, vous avez travaillé, oui, le temps de vous retrouver, M. Benachou, vous avez travaillé également sur le Burundi. Est-ce que vous pensez que le gouvernement coopère véritablement avec les commissions Vous savez, M. Benachou disait tout à l'heure que, effectivement, quand on parle du Bénin, il y a une volonté politique. Vous savez, dans votre pays, il y a un environnement politique un peu plus favorable, effectivement, au respect de l'indépendance des institutions. J'ai dit un peu plus favorable au respect de l'indépendance des institutions et la justice des droits. Nous avons travaillé dans un certain nombre de pays. Moi, j'ai eu la chance de faire effectivement une mission au Burundi. J'ai eu la chance de faire une mission à côté au Rwanda, et en Mauritanie, dans d'autres pays. Il y a des pays où vous n'annoncez même pas forcément que vous venez pour travailler sur les droits civils et politiques. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, vous êtes stigmatisé. Vous êtes un opposant. Je suis allé dans un des pays de la région des Grands Lacs où les défenseurs des droits de l'homme, dans le cadre de l'atelier que nous sommes en train de faire, a été obligés de se méfier même les uns des autres.
parce qu'ils ne savaient pas effectivement ce qu'ils allaient dire lors de l'atelier et qui aurait pu leur créer des problèmes après par rapport aux pressions qu'ils allaient subir. Donc, il y a toujours, quel que soit le pays qu'on analyse, des avancées dans un domaine, mais quand vous voyez bien, il y a toujours des défis à relever. Donc, au final, j'estime que c'est vrai, on ne va pas non plus, dans le cadre d'une mission d'évaluation telle que nous sommes en train de la mener aujourd'hui, dire que tout est rose, mais nous disons qu'un certain nombre d'espaces de liberté qui sont garantis, simplement pour que lorsque nous allons faire alors un certain nombre de remarques aux autorités, qu'elles puissent comprendre que nous avons un peu d'objectivité. Nous savons qu'il y a des avancées, mais les défis qui doivent être relevés, parce que les droits de l'homme sont à considérer de façon globale. Il n'y a pas de droit plus important que l'autre, et donc tous les droits de l'homme doivent être garantis. Alors, M. Benachou, vous disiez à l'instant qu'il était très important que la commission des droits de l'homme soit installée dans un pays. Est-ce que vous pensez que l'existence de cette commission suffit pour que ces droits-là soient respectés dans un pays? Non, ça ne suffit pas. Bien sûr que ça ne suffit pas. Vous savez, la défense des droits de l'homme, c'est une œuvre de toute la société. Il ne suffit pas de placer une commission nationale des droits de l'homme pour garantir la protection des droits de l'homme. C'est un instrument qui aide le gouvernement, qui aide l'État à exercer sa fonction de protection de ses citoyens. Parce que, encore une fois, je le répète, c'est là l'objectif et la fonction première d'un gouvernement. Un gouvernement n'a pas d'autre légitimité que celle de protéger sa population, que celle de travailler pour le bien de sa population, c'est-à-dire pour le bien des droits de l'homme. Et par conséquent, une commission ne suffit pas. En réalité, la véritable défense des droits de l'homme, c'est un problème culturel très très vaste. Il faut qu'il y ait des politiques publiques, éducationnelles, médiatiques, dans le domaine de l'édition, dans le domaine des arts, qui développent la philosophie des droits de l'homme pour la faire accepter par la société petit à petit. Donc c'est un vaste programme, c'est un énorme programme culturel, la défense des droits de l'homme. Et toute la société doit s'y mettre, n'est-ce pas? Toute l'élite politique, toute l'élite académique, toute l'élite des intellectuels, etc. La société civile, la Commission nationale des droits de l'homme, les experts, les juristes, les avocats, les juges, etc. Tout ce monde doit se mettre ensemble pour arriver à défendre les droits de l'homme, parce que c'est une œuvre extrêmement difficile. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des traditions qui sont vraiment incrustées, qui ne veulent pas bouger, et donc il faut les faire bouger dans l'intérêt des droits de l'homme. Je voulais ouvrir une parenthèse au sujet de la condition pénale, n'est-ce pas, la condition des pénitentiaires, des détenus, etc. etc. Il faut comprendre une chose, c'est que l'objectif du droit pénal moderne n'est pas de se venger d'un coupable. Tout le monde est d'accord là-dessus. Au niveau mondial, on dit que le système pénal, et notamment le système carcéral, doit servir à réformer le condamné et non pas à se venger de lui. Or, ce n'est pas réformer les condamnés ou les prévenus que de les soumettre à des conditions aussi inhumaines de détention, que ce soit après le jugement ou avant le jugement. Ça ne procède pas du tout de cette philosophie du droit pénal moderne qui consiste à réformer, redresser, réintégrer l'individu dans le cadre de la société pour qu'il sorte de ce cycle de délinquance, vous voyez. Et donc quand on le maintient dans des conditions effroyables de détention ou d'abandon, que ce soit sur le niveau de la nourriture ou que ce soit sur le niveau des loisirs, que ce soit sur le niveau de la physique, quoi, de la condition du corps. Oui, on ne l'aide pas à se réformer, au contraire. Alors, M. Afanou, pour que chaque acteur, comme Benachou vient de le dire, puisse participer véritablement au respect de ces droits de l'homme, quelles sont les recommandations spécifiques que vous faites à l'endroit de ces pays que vous visitez la plupart du temps et donc le Bénin que vous évaluez par exemple? Vous savez, moi j'étais au Burundi à un moment où le président Pierre Nkurunziza essayait, sous l'angle de la liberté d'association, de contraindre les associations à se déclarer chaque année pour obtenir l'autorisation pour travailler. J'étais, je parle du Burundi, j'étais au Rwanda quand vous avez vu des défenseurs des droits de l'homme, comme je le disais un temps, qui n'arrivaient pas lors d'un atelier à faire l'état des lieux parce que la liberté d'action des défenseurs est restreinte. Et donc nous, dans ces cadres-là, en tant que Centre pour les droits civils et politiques, nos activités consistent, lorsque nous allons dans un État, d'abord à organiser les défenseurs s'ils ne le sont pas encore. Leur expliquer le droit qu'ils ont d'aller vers le comité pour soulever effectivement un certain nombre de défis qu'il y a.
mais aussi d'aller vers les gouvernants pour dire qu'avec notre petite expérience, que ce que nous avons vu comme normes et bonnes pratiques à d'autres niveaux, il serait intéressant que des orientations soient prises dans tel ou tel sens pour que, effectivement, si nous sommes dans un pays comme le Bénin, qui a de bonnes notes a priori, que, effectivement, la voie soit maintenue. Et donc, lorsque nous allons dans un pays, lorsque nous allons vers la gouvernance, c'est ces expériences que nous partageons avec eux, en les exhortant à continuer, effectivement, par développer des normes et des pratiques qui vont dans le sens de l'effectivité, qui vont dans le sens de la promotion, et qui vont dans le sens, effectivement, de la garantie de la dignité des droits des uns et des autres. Merci donc à vous, M. Afanou. Merci également à vous, Yad Benachou, expert Comité des droits de l'homme des Nations Unies. C'était donc la fin de la première partie de cette émission consacrée donc à la situation des droits de l'homme sur le continent africain. Nous retrouvons donc nos invités pour poursuivre cette émission et parler spécifiquement des droits humains à l'épreuve donc des pratiques contraires aux normes universelles. Mesdames, Messieurs, on retrouve le flash, le temps d'installer nos invités. En Thaïlande, les gouvernements de ces dernières années ont lancé quelques campagnes avec les supermarchés pour inciter les consommateurs à réduire l'usage des sacs plastiques. Quotidiennement, Bangkok produit 11 500 tonnes d'ordures, dont plus d'une tonne de plastique, d'après les chiffres officiels, qui progressent de près de 10% par an. Officiellement, moins de 16% est recyclé, même si le trait artisanal par des chiffonniers est très développé. Des scientifiques sont parvenus à capter au large de l'Australie, grâce à un drone, de spectaculaires images d'une baleine franche australe nageant aux côtés de son petit, un baleineau dont la couleur blanche est extrêmement rare. La baleine franche australe n'est pas considérée comme une espèce menacée. Sa population a en effet montré des signes de reconstitution après avoir été décimée au siècle passé lors des campagnes de chasse. Le plus grand gorille du monde est au bord de l'extinction, victime d'une poussée de braconnage. Il ne reste plus que 5000 spécimens de gorilles de l'Est, ont annoncé les représentants de l'Union internationale pour la conservation de la nature lors de son congrès international à Honolulu. Il s'agit de la dernière catégorie avant l'extinction à l'état sauvage. Les chimpanzés et les bonobos sont eux classés en danger et également menacés de disparition. Voilà, mesdames, messieurs, le débat se poursuit sur Sika et puis des millions de personnes subissent d'immenses souffrances aux mains des États et des groupes armés, tandis que dans une démarche sans vergogne, des gouvernants veulent faire passer la protection des droits humains pour une menace contre la sécurité, la loi et l'ordre, ou même les valeurs nationales. L'inquiétude, c'est également de la tendance croissante et inquiétante d'un certain nombre de gouvernements à prendre pour cible et attaquer les militants, les avocats et les autres personnes engagées pour la défense des droits humains, sans oublier l'apparition des groupes d'autodéfense, protection de la vie, les droits humains à l'épreuve des pratiques contraires aux normes internationales. Je vous propose de retrouver le débat avec nos invités juste après cette virgule. Le débat se poursuit avec Yad Benachou, expert Comité des droits de l'homme des Nations Unies, et avec André Kani Afanou, qui est coordonnateur Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre pour les droits civils et politiques. Alors, M. Afanou, pensez-vous que les droits humains sont suffisamment éprouvés ces dernières années? Ah oui, vous savez, dans votre introduction, vous aviez parlé du rapport d'Amnesty International. Les droits de l'homme sont éprouvés au point où il se développe chaque jour, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, une réaction internationale. Dans la mesure où, quand vous voyez un peu aujourd'hui toute la jurisprudence d'un certain nombre de tribunaux, vous voyez un peu tout le débat qu'il y a autour de la place de la Cour pénale internationale, notamment en Afrique. Vous avez des chefs d'État qui sont en fonction, qui, en théorie du moins, s'engagent à garantir l'effectivité de la séparation des pouvoirs, l'effectivité de la jouissance par les citoyens de leurs droits et devoirs, mais qui, dans les faits, encourage chaque jour que Dieu fait l'impunité, encourage les actes de torture, encourage la corruption et porte atteinte à l'indépendance des institutions. Et donc, toutes les guerres qu'on voit un peu en Afrique, tous les conflits qui sont observés, montrent que vous prenez d'une part les droits civils et politiques, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de mouvement, la nécessité de ne pas subir d'atteinte à son intégrité physique.
il y a des entraves qui sont faites à ces droits-là chaque jour. Un autre domaine où, particulièrement en Afrique, effectivement, les atteintes aux droits de l'homme sont nombreuses, c'est les droits économiques, sociaux et culturels. L'accès à l'éducation, il y a des enjeux importants qui ne sont pas satisfaits dans beaucoup de pays. L'accès à la santé, vous voyez tous ces chefs d'État qui sont obligés, lorsqu'ils souffrent d'une petite tumeur, de quitter l'Afrique pour aller se soigner dans un autre pays. Et ça, c'est récurrent depuis 30 ans. Il y en a qui ont perdu la vie. Mais il semble que la réflexion commune qui aurait pu amener à garantir l'effectif du droit à la santé n'est pas opérationnelle. Enfin, dans un autre domaine, nous avons parlé des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels. Un autre domaine où il y a des atteintes graves aux droits de l'homme aujourd'hui, c'est le droit à un environnement sain. Vous voyez un peu toutes ces industries, toutes ces entreprises, vous voyez un peu toutes ces conditions négatives qu'on subit sur le plan de la garantie de l'effectif du droit à un environnement sain. Et vous voyez qu'il y a tellement de défis à relever pour que les droits de l'homme soient respectés et qu'il y a du travail à faire pour l'ensemble des parties prenantes. Monsieur Benachou, qu'est-ce qui, selon vous, a favorisé autant la maltraitance, si je peux m'exprimer ainsi, des droits humains sur le continent? Pas seulement sur le continent, dans le monde, je dirais, dans le monde entier. Ce sont paradoxalement deux raisons opposées, très paradoxalement. Soit l'excès d'État, soit le défaut d'État. C'est l'un des deux. Et c'est paradoxal parce que ce sont deux situations opposées qui aboutissent au même résultat, la violation des droits de l'homme. Excès d'État, c'est là où c'est les dictatures, quoi. C'est le cas des dictatures qui n'ont pas d'intérêt ou qui ne comptent pas dans leur politique la promotion des droits de l'homme comme un objectif prioritaire. Pour eux, il s'agit du pouvoir, d'exercer le pouvoir, de donner des performances à leur société et surtout des performances économiques. Le problème politique et le problème de la défense des droits de l'homme ne les intéressent pas. Et donc, ce sont des pays dans lesquels il y a des atteintes quotidiennes aux droits de l'homme. Quelle est la situation en Tunisie? Actuellement, la situation des droits de l'homme en Tunisie... écoutez, la Tunisie a fait une révolution justement pour que les droits de l'homme soient respectés, parce que nous étions dans une dictature. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les dictatures ne demeurent pas, et les dictateurs qui croient pouvoir perdurer, n'est-ce pas, en fait préparent leur destruction, ou la destruction de ceux qui vont les suivre. Et la Tunisie a fait une révolution justement pour que les droits de l'homme soient respectés. Sur ce plan-là, je peux dire que la période qui a suivi la révolution tunisienne est un succès parce que les citoyens tunisiens aujourd'hui sont des citoyens libres. Nous avons des problèmes économiques, nous avons des problèmes budgétaires, nous avons des problèmes d'investissement, etc. Mais, puisque vous me posez la question sur la Tunisie, moi je ne comptais pas en parler, mais donc il y a ce premier volet, hein, la dictature. Bien. Mais il y a un autre volet, c'est l'absence d'État. Là aussi, l'absence d'État, c'est quelque chose de catastrophique. Parce que l'absence d'État, c'est le règne, la loi de la jungle, c'est soit la loi des coutumes, des traditions, etc., donc qui profitent de la faiblesse de l'État pour continuer à s'imposer, soit tout simplement l'anarchie sociale et l'anarchie sociale qui peut aboutir à la guerre civile, c'est la pire des choses pour les droits de l'homme. Voilà, l'anarchie sociale m'amène justement à vous demander, M. Afanou, vous... Donc vous voyez, ce sont deux extrémités qui aboutissent au même résultat, atteinte aux droits de l'homme. Alors, voilà. M. Afanou, vous êtes dans l'espace ouest africain, précisément au Togo. Vous n'avez peut-être pas vécu le phénomène, mais à côté de vous, au Bénin, ça se passe, les vindictes populaires. Au Burkina Faso, on les appelle les Kogleogo, ou groupes d'autodéfense. Alors, à quoi cela conduit? D'abord, à quoi cela est dû? Cela est dû effectivement à ce que M. Benachou disait, à savoir qu'à un moment donné, un certain nombre d'institutions de l'État sont censées, lorsque quelqu'un impose un acte antisocial, rappeler la personne à l'ordre, isoler la personne, que ces institutions ne font pas leur travail. Ou pire, ces institutions sont incarnées par des personnalités qui malheureusement seraient corrompues. Et combien grande est la frustration de quelqu'un qui se voit spolié de son bien, qui devient orphelin ou orpheline, ou qui perd effectivement un membre de sa famille, et qui connaît bien l'auteur de ce acte-là, et qui découvre quelques jours seulement après que l'auteur est ressorti de la prison. Donc il se dit, donc la justice
n'arrive pas à jouer son rôle dans la société, il faut que je rende justice moi-même. Donc c'est ce qui amène lorsque vous voyez des voleurs au phénomène de vindicte populaire, parce que les gens se disent on les tue nous-mêmes et puis après il n'y a plus rien à faire. Deuxième chose, quand vous prenez spécifiquement, moi j'ai eu la chance de travailler sur la question au Burkina Faso, à un moment donné, le Burkina était arrivé dans une situation où l'autorité de l'État aussi était mise à mal, notamment après la révolution qu'il y a eu dans ce pays-là. Et les pro-Blaise Compaoré n'avaient plus l'autorité du fait du manque de crédibilité, effectivement, de leur part. Il y a eu la révolution, donc il y a eu une réaction de la part des citoyens qui se sont dit, nous allons nous-mêmes prendre en charge notre sécurité. Et évidemment, comme ce n'est pas l'État qui est l'auteur de cette situation-là, on assiste forcément à des abus. Et donc moi, je pense que la conséquence, c'est le fait que tout le monde se retrouve en insécurité, dans la mesure où l'État, de par le service public de la justice, de par les garanties procédurales pour l'effectivité du droit à une justice équitable, l'État est la personne qui, après un procès, doit déclarer si quelqu'un est coupable ou non. Or, si on rentre dans un phénomène de vindicte populaire ou de groupe d'autodéfense, eh bien, c'est de façon arbitraire de décréter que tel est coupable et que tel ne l'est pas. Et donc, moi, je pense que la conséquence première sur laquelle je voudrais insister, c'est le fait que le droit à la justice, le droit à un procès équitable n'est plus respecté parce qu'il y a des groupes non formés justement pour cette cause-là qui vous jugent. Il y a aussi un certain nombre de procédures qui auraient dû être mises en œuvre, qui ne sont pas respectées. Et du coup, on est dans une anarchie qui est une entrave à la paix sociale. On va bientôt sortir de cette émission. Alors, M. Benachou, comment pensez-vous qu'on peut vulgariser aujourd'hui le pacte international relatif aux droits civils et politiques? Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, la diffusion du pacte et au-delà du pacte, de la culture des droits de l'homme, d'une manière générale, parce que le pacte sur les droits civils et politiques, ce n'est qu'une expression par un traité international de cette culture des droits de l'homme. C'est d'abord un problème de programme éducationnel. Il faut que dans les programmes d'enseignement des États, il faut que les droits de l'homme soient enseignés. Il faut que la presse participe, la presse écrite participe à la diffusion de la culture des droits de l'homme. Il faut que les médias, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, participent également à la diffusion de la culture des droits de l'homme, en organisant par exemple ce que vous venez de faire au cours de cette émission, en faisant intervenir les acteurs, les défenseurs des droits de l'homme, pour faire connaître la culture des droits de l'homme. Et surtout, il faut que les autorités politiques et les responsables politiques et les partis politiques soient formés à la culture des droits de l'homme et intègrent cela dans leur première priorité, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Un parti politique très souvent a pour seul objectif de prendre le pouvoir. Et de le gérer. Alors, voilà. M. Afanou, qu'est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'Afrique peut faire pour rattraper le retard accusé sur le respect des droits de l'homme et pourquoi pas devenir un modèle en la matière? Devenir un modèle, vous êtes très optimiste, je pense que je vais l'être avec vous, mais qu'est-ce que l'Afrique peut faire? Je pense que déjà nos gouvernants doivent déterminer quel est le signal qu'ils veulent envoyer à la communauté internationale. Bien des fois, nous avons entendu nos gouvernements parler de souveraineté, nous les avons entendus parler de la Cour pénale internationale qui s'en prendrait trop aux Africains, en oubliant simplement que de façon objective. Mais est-ce que ce n'est pas une réalité? Je pense, c'est ce que je voulais dire. Donc nos gouvernements donnent ces arguments-là en oubliant que nous avons un déficit d'effectivité d'institutions crédibles dans nos pays. Lorsque que les droits de l'homme soient violés, c'est un fait, il y en a dans tous les États. Mais ce qui est différent, c'est qu'il faut que nos gouvernements s'engagent ouvertement à mettre en place des institutions fortes qui sont de nature, effectivement, à identifier les sources légales ou non de violation des droits de l'homme, à punir les abus lorsque individuellement une personnalité effectivement viole les droits de l'homme et qu'on n'ait pas l'impression que nous assistons à des environnements où parce que vous êtes en faveur ou bien dans le camp du plus fort, vous jouissez de l'impunité et que des frustrations vont continuer à être créées au niveau des populations. Moi j'en appelle à ce que les institutions de ce genre-là soient installées dans la plupart des pays et qu'il y ait une volonté politique assez forte effectivement pour que tout acte d'impunité
soit dénoncé. Voilà, merci donc à vous, Yad Benachour, expert, comité droits de l'homme des Nations Unies, et également à vous, André Kani, coordonnateur Afrique de l'Ouest et du Centre pour les droits civils et politiques, d'avoir partagé vos réflexions avec vous. Vous êtes donc en mission d'évaluation au Bénin. À chacun et à tous, bon retour chez vous après la fin de votre mission. C'était votre émission Angle de vue consacrée au décryptage de l'actualité sur le continent. Aujourd'hui, nous avons parlé plutôt de la question des droits de l'homme. Merci à chacun, merci à tous et à très bientôt.